l'après-parent, c'est s'interroger d'abord. C'est de se dire, c'est que va devenir mon fils, ma fille, mon neveu, mon filleul après mon décès. Donc c'est d'abord s'interroger, clarifier pour soi-même ce qui va faire qualité de vie pour lui. C'est partager tout ça avec les membres de son entourage et ceux qui vont assurer le suivi de ces questions-là. C'est donc transmettre. Les parents qui ont des enfants qui doivent être protégés sont généralement très inquiets de ce qui va se passer après. Alors certains ont déjà mis en place certaines choses, d'autres n'ont rien mis en place, mais en tout cas c'est essentiel, je pense, que quand c'est possible, ils prévoient justement cet après et qu'ils choisissent qui va s'occuper de leur enfant et donner une sorte de guidelines. Les parents, ils savent comment fonctionne leur enfant. Personne extérieure, avocat, humain, extrêmement, avec beaucoup d'empathie, etc., c'est génial, mais il ne connaîtra jamais de la même manière. Donc, oui, comment il réagit? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Donc moi, je pense qu'en fait, au-delà de simplement dire on va considérer qu'on va choisir telle personne parce que c'est très bien, il est chouette, il est juridique, comptable, administratif, il est super et fabuleux, je pense qu'en fait au-delà de ça, il faudrait aller plus loin et essayer de donner justement ces guidelines pour dire comment je veux que ce soit géré. Je pense que la préparation est quelque chose d'important. Et ce passage de relais peut même se faire en préparant encore plus intelligemment, je pense, c'est-à-dire ne pas dire simplement « je veux qu'après moi, ce soit un tel », mais de dire par exemple « je passe le relais un peu avant et je deviens personne de confiance ». Parce que comme ça, le parent est personne de confiance, il peut vérifier que ça se passe bien et il peut continuer à donner des conseils. Pour avancer dans cette réflexion de l'après-parent, je crois qu'il ne faut pas rester entre soi. Il faut s'adresser à des gens qui ont l'expérience, qui ont vécu, ou qui y connaissent, et qui sont des professionnels actifs dans le secteur du handicap. C'est par exemple l'SBL Inclusion, c'est par exemple la Fondation Portrait, bien sûr, c'est aussi Madras. Tous ces gens ont rencontré des situations de beaucoup de familles, de toutes des situations totalement différentes, et de par ce fait, elles ont une connaissance des réflexions des autres, des idées que certains ont pour eux, mais qui pourraient très bien être suggérées à d'autres, ce que la famille n'a que ça, son expérience. Un certain nombre de familles viennent vers nous à l'occasion d'une maladie ou d'un décès, un événement important de la vie, ou un déménagement, ou quelque chose qui fait que dans la vie on se dit mais là il faut que je réfléchisse au jour où moi je ne suis plus là. Donc souvent c'est lié à un problème de santé, mais parfois c'est simplement lié à une interrogation de se dire voilà, maintenant c'est le bon moment, soit je prends ma pension ou mon fils ou ma fille a atteint l'âge de 18 ou 25 ans ou 30 ans. C'est le bon moment pour s'interroger. Je pense de toute façon qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Hein. Voilà. Si pour moi c'est important, si pour moi c'est un questionnement aujourd'hui, c'est certainement celui-là le bon moment. La réflexion sur l'après-parent, elle est venue pour nous quand Madame Portrait, la fondatrice de notre association de parents, m'a dit un jour « Je me suis battu toute ma vie pour trouver des solutions pour les parents et pour les personnes et je n'ai pas été capable de la mettre en place pour mon fils. Et aujourd'hui, je n'ai plus l'énergie pour le faire. Et lui ne veut absolument plus quitter la maison. Et donc un jour, il va me trouver morte dans ma cuisine. » Et je suis rentré le soir à la maison en disant « Nicole, on va se donner un objectif entre 25 et 30 ans. Il faut qu'on ait trouvé une solution de lieu de vie pour Pierre, pour qu'il ne vive pas ce que Madame Portrait m'a décrit. » Et donc, on a commencé à réfléchir à cette solution. Et la première étape, c'était de créer comment Pierre va vivre après l'école, comment il va travailler, et il faut qu'il ne reste pas chez nous. Et donc on a créé un certain nombre de services pour pouvoir accueillir Pierre et qu'il puisse vivre de manière autonome. Et la réflexion suivante, c'est que faisons-nous
pour affronter cette question quand nous ne serons plus là. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est créer un contrat avec Madras Wallonie, puisqu'on habite en Wallonie, pour qu'au moins une fois par an, après notre décès, Pierre soit vu par quelqu'un qui a, espérons-le, des yeux de parents et tienne compte de ce qu'on demande. Et puis on a créé la Fondation Portrait et on a créé un fonds nominatif pour Pierre à la Fondation Portrait. Après, il faut faire confiance à la vie, il y a les frères et sœurs, il y a toute une série de gens. Mais il y a une structure de base pour s'assurer qu'un certain nombre de choses continuent après notre décès. Avant, j'avais tendance à travailler rien qu'avec les parents. Maintenant, avec l'expérience, je me rends compte que l'handicap, quand il y a une personne handicapée dans la famille ou il y a la fratrie, c'est tous les systèmes qui est un peu perturbé. Et alors, si les parents écartent la fratrie, quand ils ne sont plus là, la reprise, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est là où voilà, je regrette un peu, je me dis pourquoi est-ce que je n'avais pas sensibilisé les parents justement par rapport à intégrer la fratrie dans justement leur après, préparer leur après avec. Et voilà, c'est le seul conseil que je pourrais donner en tout cas pour ces parents. Que fait-on le jour où on n'est plus là? C'est une question qui préoccupait fortement mes parents, ma maman bien entendu, et mon père. Mais c'est une question qui était naturelle finalement, parce que la vie est ainsi faite et que les parents ne seront pas éternels. Et mon frère ici, mon frère est plus âgé que moi. Mon frère a 17 ans de plus que moi. Donc oui, il fallait quand même bien prévoir. C'est une chose que mon papa a bien préparée et s'est fait aider évidemment en parlant de ça avec un notaire, avec son notaire et un avocat spécialisé dans le domaine de la protection des personnes fragilisées. Et donc il a bien été aiguillé et il a préparé les choses en amont pour pouvoir faire en sorte que ses enfants soient bien outillés, bien équipés pour l'avenir, pour affronter la vie le jour où il ne serait plus là. Et ma maman, effectivement, était aussi, avec mon père, préoccupée par ça, mais préoccupée aussi dans le bon sens. Et dans le sens où, finalement, elle m'a informée de tout, de toute la gestion, quand je n'étais pas là, puisque c'est elle qui assurait le rôle de bonne gestion de famille, et elle connaissait tous les besoins de Cédric, mais tout le volet aussi médical, etc. Mais tous les besoins matériels de Cédric dans sa vie quotidienne. Donc ça, c'est quelque chose qui a été longuement préparé, expliqué. Et puis, le jour où ça arrive, et même quand ça arrive un petit peu précipitamment, on est bien outillé pour savoir quoi faire. Donc, mais il faut être outillé d'un point de vue humain, et des volontés des parents et de ce qu'ils ont voulu transmettre et ce qu'ils vous souhaitaient pour l'avenir de la personne fragilisée. Et quand c'est formalisé par écrit chez un notaire ou chez un avocat, ou les deux, c'est encore mieux. Et dans mon cas, voilà, mes parents m'ont conviée aussi dans toute cette réflexion plus formelle, juridique, à la fois chez le notaire et auprès des avocats. Donc en amont, finalement, moi j'étais associée à tout ça. Et effectivement, quand les choses arrivent et que malheureusement, les parents s'en vont, c'est moins difficile à assumer. Parce que déjà, il y a la charge du deuil, et le deuil qui est déjà terrible et qui est lourd et qui est difficile, voilà, pour toute personne. Mais quand on sait qu'on a la responsabilité d'une personne, et finalement ça a été relativement bien préparé en amont, bien discuté, etc., voilà, on se dit, ok, ça, on sait quand même comment on doit affronter l'avenir. La question de l'après, c'est terriblement angoissant pour l'entourage. Lorsque je suis responsable, je suis parent d'un enfant qui a des difficultés, le simple fait de savoir qu'un jour on va disparaître, ou le simple fait de se dire qu'un jour on n'y arrivera plus est terriblement angoissant.
Et donc c'est effectivement des questions qui sont posées dans nos bureaux lorsque l'on organise un petit peu ce qu'on appelle la planification successorale, c'est-à-dire le jour où je viens à décéder, comment les choses vont se passer. On reste tout à fait libre. On peut très bien se dire, j'ai 3 enfants, ils recevront tous une part égale, comme on peut très bien se dire, mais finalement, je veux donner plus à la personne qui est en difficulté parce que ses revenus ne seront pas suffisants et je veux lui assurer un cadre de vie correct. Ou bien à l'inverse, la personne à protéger vit finalement dans un très bon cadre et n'a absolument aucun besoin. Il y a une structure qui est suffisante pour veiller à ses besoins. Tout va bien finalement pour elle et donc je veux plus avantager mes autres enfants. C'est aussi possible. Et effectivement, chez le notaire, on peut venir nous poser ces questions et on essaye de faire du sur-mesure.